Et c'est l'heure à présent des invités d'Au cœur de l'info. Je vous le disais également au titre au Brésil, à procès historique, jugement historique. L'ancien président Jair Bolsonaro, au pouvoir entre 2019 et 2023, a donc été condamné à un peu plus de 27 ans de prison. Reconnu coupable par 4 des 5 juges du tribunal suprême fédéral de tentative de coup d'État. Et c'est un coup de tonnerre pour ses partisans à un an de la présidentielle, dont la campagne s'annonce évidemment agitée dans une société déjà très polarisée. On en parle donc ce soir avec notre désormais ex-correspondante au Brésil et spécialiste du pays, actuellement de passage à Paris, Fanny Lothaire. Bonsoir Fanny, également avec nous ce soir dans Au cœur de l'info, Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, responsable de l'Amérique latine au Monde diplomatique. Bonsoir également à vous, merci d'être avec nous donc dans Au cœur de l'info. Tout d'abord Fanny, un commentaire sur ce verdict, 27 ans et 3 mois précisément de prison pour l'ancien président. Alors d'autres présidents brésiliens avaient été condamnés avant lui, mais là en termes d'ampleur, disons, de la peine et puis surtout du fond, condamné pour tentative de coup d'État, c'est totalement inédit. Totalement inédit, historique, c'est sûr, ça marquera l'histoire du Brésil. Mais beaucoup de criminalistes quand même s'accordent à dire que ça n'est pas une peine si lourde que ça. Il risquait quand même plus de 40 ans de prison. Donc 27 ans, finalement, il s'en sort plutôt pas mal. On sait qu'en plus, il va sans doute y avoir des aménagements de peine. Il a des problèmes de santé, donc il n'ira sans doute pas dans un système carcéral classique. Il va sans doute réaliser cette peine depuis chez lui. Et puis c'est vrai que c'est aussi quelque part la réponse à des années de polarisation de la société brésilienne, ou dans un pays qui a pas vraiment penser ses plaies du passé. Le Brésil a quand même souffert une dictature pendant plus de 20 ans où les responsables tortionnaires et commanditaires et militaires qui ont agi durant cette dictature n'ont pas été condamnés. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui restait, c'était une douleur profonde dans la société brésilienne qui a traversé plusieurs générations. Et là, on a le sentiment que ça n'est plus possible, qu'on ne laisse plus passer ce genre d'action, même si ça a été une tentative et non pas un coup d'État. Eh bien, c'est une réponse assez claire et ferme du tribunal suprême fédéral, de dire non, c'est impossible. Et on a beaucoup parlé du Brésil comme étant un colosse aux pieds fragiles, avec une démocratie fragile, assez jeune. Et là, c'est un peu la réponse à ces commentaires, de dire non, le Brésil a une démocratie qui est ferme, qui est dure, qui répond fermement à des tentatives de coup d'État. Et d'où l'exultation d'une partie de la population brésilienne après ce verdict. Christophe Ventura, on va tout d'abord rappeler les faits. Donc c'était en janvier 2023, 2 mois après la victoire à la présidentielle de Lula da Silva, donc face à Jair Bolsonaro. Les partisans de Jair Bolsonaro envahissaient ainsi les lieux de pouvoir. C'est une image très forte, traumatisante même pour une grande partie des Brésiliens. Elle reste en tête encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est quand même une image forte qui intervient en plus dans un contexte international déjà compliqué par le précédent du Capitole de Washington, avec lequel à l'époque beaucoup de comparaisons avaient été faites et qui montraient bien aujourd'hui, disons, la manière dont un certain type de courant politique, un certain type de pouvoir était capable de vouloir, disons, discuter ou ne pas reconnaître les élections, les résultats des élections. Et les images que nous voyons là nous ramènent à l'affaire Bolsonaro directement, puisque ce pourquoi il a été condamné aujourd'hui, c'est précisément dans ce moment-là, un petit peu avant, en 2022, d'avoir avec, pas seulement lui, un certain nombre de généraux très haut gradés brésiliens. Oui, il y avait et 7 autres personnes qui étaient jugées dans le cadre de ce procès. 7 personnes ont également été inculpées à des peines lourdes, mais dont des militaires, des anciens généraux, 3, un amiral. Enfin donc, j'ai envie de dire, un petit peu la tête, la coupole de l'armée brésilienne, certains militaires. Et donc, juste avant les émeutes que nous venons de voir le 8 janvier 2023, en 2022, l'enquête a montré qu'il y avait une conspiration finalement du président sortant qui cherchait à ne pas reconnaître justement les résultats de l'élection et qui envisageait, si c'était nécessaire, d'arrêter, voire d'assassiner Lula, mais aussi son vice-président, M. Hakim, et aussi M. Alexandre de Moraes, qui est le juge que tout le monde voit en ce moment à la télé, chauve, sans cheveux, qui est le juge qui l'a fait tomber parce qu'il était sur la liste de ceux qui devaient être arrêtés ou assassinés selon le plan qui a été aujourd'hui, pour lequel il a été condamné. Et donc, évidemment, c'est d'une gravité inouïe. Il faut juste ajouter aussi d'ailleurs que M. Bolsonaro et ses
et les autres personnes n'ont pas été condamnés que pour cela. Hein. Ils ont été dans l'affaire. Il y a l'affaire des bijoux avec l'Arabie Saoudite. On s'en rappelle plus, mais ça a déjà secoué un peu le Brésil à l'époque. Il y avait sa gestion du Covid. Il y avait la mise en cause du système électoral, les fausses nouvelles. Enfin, il y avait plutôt un paquet de choses en fait, hein, pour lesquelles M. Bolsonaro s'est retrouvé devant ses juges. Christophe Ndoura, vous évoquiez donc le juge Moraes. Un mot, juste un instant, d'un autre juge, hein, le seul d'ailleurs qui n'a pas voté pour la condamnation de Jair Bolsonaro. C'était un peu le coup de théâtre d'hier. Cela a surpris? Oui, ça a en tout cas marqué les esprits parce qu'en plus, il a fait une démonstration de 11 heures hein, pour ne pas, expliquer son vote pour ne pas condamner M. Bolsonaro. Alors bien sûr, M. Fuchs, puisqu'il s'appelle comme cela, est un juge de la Cour suprême depuis très longtemps. Il avait également été l'un des juges qui avait condamné Lula en son temps également à faire sa peine. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, du coup, sème un petit peu le trouble ou l'espoir, si on est du côté de Bolsonaro, pour tout un tas de gens qui vont s'accrocher effectivement à son vote, contre la condamnation de Jair Bolsonaro pour justement contester ce résultat et entretenir certainement à l'avenir, on en parlera peut-être, mais un climat qui va être un climat de polarisation après ce jugement au Brésil. Alors, il y a effectivement, Fanny, des recours possibles, y compris devant la justice internationale. Les partisans de Jair Bolsonaro s'étaient mobilisés juste avant ce verdict dans les rues. Ils vont sans doute militer à nouveau, cette fois pour carrément une amnistie. Oui, ils ont déjà commencé à militer. Hein. Ça fait plusieurs mois que cette loi sur l'amnistie est dans les placards de l'Assemblée législative. Et il y a un premier vote qui a eu lieu. Et puis là, on attendait un petit peu, en tout cas les partisans de Jair Bolsonaro attendaient finalement le verdict de ce procès. Parce que dans cette loi sur l'amnistie, il y avait d'abord une première loi de l'amnistie de la dictature militaire qui a été un échec total pour la démocratie brésilienne. Et puis cette nouvelle loi, ce nouveau projet de loi, en fait, l'objectif était d'amnistier les manifestants qui ont participé au saccage de la place des Trois Pouvoirs le 8 janvier 2023. Parce qu'ils considèrent, enfin, dans l'argumentaire des bolsonaristes, que c'était de braves gens, en somme, intégrés dans la société, des gens qui n'avaient absolument pas de casier judiciaire, qui ont tout simplement manifesté et les choses ont un petit peu dérapé. Mais les juges ont tout de même rappelé que ce n'était pas une promenade de santé, que c'était vraiment une attaque sur les institutions. Donc c'est important de remettre ça en question, enfin de remettre ça en perspective. Et cette nouvelle loi qu'ils voudraient faire voter désormais au Parlement, elle servirait aussi, non pas seulement à amnistier seulement les manifestants du 8 janvier 2023, mais aussi de pouvoir absoudre Jair Bolsonaro, en somme, de tous ses crimes. Parce que non seulement il est condamné à plus de 27 ans de prison, mais en plus, il est condamné à, je crois, plus de 35 ans, désormais, d'inéligibilité. Ça veut dire que en somme, il pourrait être candidat lorsqu'il aura 105 ans. Il a 70 ans. Exactement, il a 70 ans. Donc c'est absolument impensable. Donc cette loi, vraiment, si elle arrive à être votée, si le prochain gouvernement l'applique, eh bien, ça permettrait, en somme, le retour de Jair Bolsonaro dans le champ politique. Fanny, vous avez vécu plus de 10 ans, 12 ans, si je ne me trompe pas, au Brésil. La société, depuis des années, est extrêmement polarisée. Là, ça ne va pas s'arranger, évidemment, avec ce verdict. Ce sont deux camps au Brésil qui s'opposent véritablement autour même de la notion de démocratie. Oui, j'ai l'impression de revivre, vous savez, l'examen de philosophie du baccalauréat. Vous avez 4 heures. Qu'est-ce que la démocratie? Qui est gardien de la démocratie? Parce qu'on a vraiment... C'est quoi les deux versions? Deux camps qui s'opposent depuis des années. Et ça ne date pas que de ce procès. Hein. Ça date de finalement, je pense, depuis la première élection de Jair Bolsonaro. Parce que Jair Bolsonaro a construit toute sa carrière présidentielle sur la lutte contre la corruption et contre le communisme. Une fois qu'il a été élu, il a fait en sorte de garder cet ennemi permanent comme quelque chose qui menaçait en permanence sa présidence, c'est-à-dire l'ombre du communisme qui planait sur la démocratie brésilienne. Et donc finalement, il a construit cette image de gardien, de garant de la démocratie, Jair Bolsonaro, et le camp Bolsonaro serait en somme les seuls à défendre la liberté d'expression, à défendre les institutions brésiliennes face à la dictature du judiciaire,
qui est représenté par le tribunal suprême fédéral, qui est vrai, vous l'avez rappelé il y a quelques secondes, qui a pris énormément de pouvoir ces dernières années en jugeant tout un tas d'affaires très médiatisées. Alexandre de Moraes est devenu le héros de la gauche au Brésil, c'est l'ennemi juré de Jair Bolsonaro. Donc finalement, il y a toute une construction de défenseurs de la démocratie contre cette dictature du judiciaire. Et puis de l'autre côté, vous avez ce pouvoir judiciaire qui s'oppose finalement très fortement au législatif au Brésil et à l'exécutif, avec évidemment soutenu par les partisans de Lula, qui dit que non, il faut défendre les bases de la démocratie, qui sont la liberté d'expression, la possibilité de lutter contre les fake news, contre les fausses informations diffusées avec beaucoup de violence sur les réseaux sociaux par les partisans de Jair Bolsonaro, et puis surtout défendre les institutions et le droit brésilien. Avant de revenir à Christophe Ventura, Fanny, je voulais évoquer un épisode survenu il y a quelques années. C'est d'ailleurs votre carte blanche du jour. C'est une tradition dans le cœur de l'info. Vous avez donc sélectionné à ma demande une archive qui date de 2016. C'est une archive de Jair Bolsonaro qui salue la mémoire du colonel Ustra. Voici donc pour ces images d'archives de 2016. Le colonel Ustra, qui est une figure de la dictature brésilienne, par ailleurs tortionnaire. En quoi cette prise de parole, ce moment a été charnière pour vous? Je pense que Christophe Ventura sera d'accord avec moi. Pour moi, à l'époque, en tout cas quand on était plusieurs correspondants étrangers à Rio sur place, au moment du vote pour la destitution de l'ancienne présidente Dilma Rousseff, c'est vrai que Jair Bolsonaro n'était qu'un député qui avait un franc-parler, qui était très agressif, mais qui n'avait pas encore vraiment de poids sur la politique nationale, en tout cas sur la scène internationale. Et puis ce discours est arrivé, on a clairement un personnage politique brésilien qui, devant une assemblée législative rassemblée autour de lui pour voter ce moment décisif de la vie politique brésilienne, qui non seulement rend hommage à la dictature militaire en rappelant que le communisme n'est pas passé en 64 et il ne passera pas au moment de la destitution d'Dilma Rousseff, mais en plus rend hommage au colonel Ustra, qui est le colonel qui a torturé Dilma Rousseff durant la dictature. Et ce moment-là, c'est pour vous dire à quel point Jair Bolsonaro se permet tout. Dès le début, il ose. Il a eu un discours très fort, très violent. Et depuis ce moment-là, ça n'a pas cessé. Et en cela, il ressemble beaucoup à Donald Trump. C'est-à-dire que c'est la politique de l'absurde constant. C'est-à-dire qu'il dit tellement des atrocités et des absurdités qu'au final, on ne sait plus jusqu'où il peut aller. Et ce moment-là est vraiment un moment charnière. On a découvert Jair Bolsonaro et depuis, il ne s'est malheureusement pas arrêté. Christophe Ventura, peut-être une réaction à votre tour sur cette archive? Parce que cette archive, je suis d'accord tout à fait avec Fanny Lothaire, c'est la naissance politique réellement de Jair Bolsonaro. Il est né ce jour-là comme leader, disons, avec une envergure nationale pour tout le camp ultra-conservateur, l'extrême droite brésilienne. C'est ce jour-là, pour ce qui est le point fondamental, c'est effectivement qu'il avait rendu hommage aux tortionnaires de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, en 2016, qui venait de subir un coup de force. Certains parlent de coup d'État du Congrès qui n'a pas fini son mandat. Et c'est le point de départ d'une crise politique, on est en 2016, qui va encore avoir des répercussions jusqu'à aujourd'hui, puisqu'après le Brésil n'a vécu qu'une succession de crises politiques, avec 2 ans d'un gouvernement non élu de Michel Temer, lui aussi qui a été condamné d'ailleurs pour corruption, et puis après la phase Bolsonaro, et puis Lula, et aujourd'hui on en est toujours là. Je crois que c'est très important de voir que depuis maintenant 10 ans, le Brésil a vécu vraiment des secousses très fortes sur le plan politique, mais que précisément les institutions, et c'est le sens du jugement aujourd'hui, sont robustes au Brésil. Si on peut dire que le procès de Lula a fini, puisqu'il a été blanchi, on peut donc le dire, a été une sorte de judiciarisation d'une opposition politique contre lui par les institutions, avec une enquête et un juge qui était à charge contre lui, etc. Là, on a un peu l'inverse. On a un président qui, par tous les moyens, ou par beaucoup de moyens, en tout cas, Bolsonaro, a tenté de tordre les règles de l'état de droit, de les suspendre, puisqu'il voulait mettre un état d'exception au Brésil après les résultats de l'élection de
2022 qu'il ne voulait pas reconnaître. Donc je veux dire, c'est un petit peu la revanche des institutions et de la robustesse, un peu aussi la démocratie brésilienne aujourd'hui qui s'exprime. Et donc c'est un peu un cycle peut-être qui se termine avec cette condamnation de Bolsonaro, mais qui sur le plan politique est importante. Et c'est une des juges qui a voté contre lui a dit ce procès finalement et cette sentence, c'est là le point où se rencontre le passé, le présent et le futur du Brésil. Alors le futur, justement, Christophe Ventura. À tout ce qu'on a dit, mais ça ne changera pas, si vous voulez, l'équation politique va rester compliquée parce que si Bolsonaro est hors jeu, on verra s'il y a des grâces présidentielles, des amnisties, on verra ça. Mais le bolsonarisme n'a pas du tout disparu au Brésil, il est fort et ça nous promet des mois à venir qui vont être quand même assez durs et polarisés sur le plan politique dans ce pays. Et justement, Christophe Ventura, on est à 1 an de la présidentielle. Quel impact aura cette condamnation ? Il y a un paramètre un élément de la réponse, c'est que va devenir Bolsonaro lui-même. Alors là, dans 90 jours, il doit aller en prison. Il y aura des recours d'ici là, mais après, il ira sûrement en prison. On verra s'il y a des aménagements de peine, etc. Mais il sera, si vous me permettez l'expression, hors jeu lui-même pour se présenter. Mais il peut quand même jouer un rôle politique depuis chez lui, et peut-être en adoubant quelqu'un pour le remplacer. Il faut trouver un nouveau leader pour un camp qui existe, et il y en a. Il y a une génération nouvelle qui arrive. Il y a aussi, par exemple, qui n'est pas une génération nouvelle, mais il y a le gouverneur, le puissant gouverneur de l'État de Sao Paulo, l'État le plus riche et le plus peuplé du Brésil, qui pourrait devenir ce candidat pour 2026. Donc il va falloir régler cette question du leadership. Puis ensuite, pour les mois qui viennent, probablement aujourd'hui, la gauche ne voit pas d'autre option qu'une candidature de Lula pour un 4e mandat. Et donc, on va se retrouver de nouveau avec ce Brésil clivé dont on a parlé au début des entretiens, qui va se retrouver de toute façon pied à pied, l'un contre l'autre, pour une élection qui va être, à mon avis, assez électrique encore une fois. Fanny, quid donc de la recomposition à présent de l'extrême droite brésilienne et de cette relève du bolsonarisme ? Alors, il y a plusieurs candidats héritiers potentiels, évidemment, à commencer par ses fils et sa femme. Vous savez, il a toute qui est aux États-Unis, une famille derrière lui, tous engagés en politique. Alors, il a effectivement un de ses fils, Eduardo Bolsonaro, qui est un petit peu l'architecte de cette alliance avec le camp Trump, voilà, qui est parti, qui a fui, entre guillemets, aux États-Unis et qui articule ça via les réseaux sociaux, qui est très, très puissant dans la sphère bolsonariste. Et puis, il y a aussi sa femme, Michelle, qui, elle, galvanise, rassemble sa base évangélique très très puissante. Et puis il y a ce gouverneur dont vous venez de parler, Christophe Ventura, qui est vraiment l'allié de Jair Bolsonaro, qui, j'allais dire, est presque le candidat obligatoire, parce que Lula, de l'autre côté de l'échiquier politique, il n'y a pas d'héritier. Lula est le seul qui peut y aller. Et dans une récente interview à la télé Band, eh bien, il a lui-même annoncé presque la candidature de son opposant en disant je me présenterai sans doute contre le gouverneur de São Paulo. Il choisit un petit peu, c'est lui qui donne les cartes pour savoir un petit peu qui affronter, parce que effectivement, quelque part, Bolsonaro a un genou à terre. Mais le bolsonarisme, non seulement n'est pas mort, mais risque d'être encore plus violent. C'est ce que craignent beaucoup d'analystes politiques au Brésil, c'est ce qu'on ressent. C'est-à-dire que le gouverneur va devoir mettre sur la table, sur son programme présidentiel, cette loi de l'amnistie, pour vraiment absoudre Jair Bolsonaro. Ça va être, je pense, une des principaux thèmes de cette prochaine élection présidentielle. Et un tout dernier mot rapidement, Fanny. Vous venez d'évoquer cette alliance ou cette amitié, même avec Donald Trump, qui l'a toujours soutenu durant tout ce procès, qui a imposé 50% de droits de douane punitifs déjà sur le Brésil. En rapport donc avec ce procès, il pourrait prendre de nouvelles décisions à présent ? C'est la menace qui plane, oui. Donald Trump s'est exprimé. Il s'est exprimé sans vraiment dire qu'il était proche de Jair Bolsonaro, alors que dans le camp bolsonariste, on adore dire que Donald Trump est un proche de Jair Bolsonaro. Mais c'est vrai que ils ont déjà pris des sanctions financières, économiques, avec cette taxe, cette fameuse taxe Trump de plus de 50% sur le café, le cacao, la viande. Mais effectivement, la menace plane de nouvelles sanctions économiques, voire même peut-être d'une possible intervention. C'est assez flou. On a entendu le mot militaire de la part de l'attaché presse de Donald Trump, qui est vite revenu dessus. Donc voilà, mais
de l'autre côté, au Brésil, en tout cas, je n'ai pas la sensation que ça ait vraiment fait mouche. Le gouvernement brésilien, tout comme le tribunal suprême fédéral, l'a rappelé à plusieurs reprises, on ne sera pas intimidé par une puissance étrangère. Et là-dessus, ça montre encore une fois la force de la démocratie brésilienne et presque quelque part une leçon au reste du monde. Ce Sud global qui dit non, on ne se laissera pas faire et on ne se laissera pas intimider ni commander par les États-Unis. Merci beaucoup Fanny Lothar d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous également Christophe Ventura pour vos éclairages après donc cette condamnation de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro à un peu plus de 27 ans de prison pour tentative de coup d'État.